de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine et ce nouveau rendez-vous avec votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, j'accueille une jeune femme. Quand j'ai entendu son nom, ça m'a fait penser à la chanson Émilie Joly. Je ne sais pas si elle est jolie, je ne la connais pas, mais le son de sa voix est déjà très agréable. Bonjour Émilie. Bonjour Hélène. Est-elle Émilie Joly? Ah ouais, toujours, au top. Sinon, quel intérêt, je veux dire. Je ne peux pas avoir un prénom comme ça. En plus, c'est grâce à cette musique qu'on m'a donné mon prénom. C'est vrai? Ma mère et mon frère, c'est Émilie Joly. C'est par rapport à cette musique que ma mère m'a donnée. Ah ben voilà. Ben écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Émilie. Merci, moi aussi, je suis très contente d'être invitée. Ouais, je suis trop contente d'avoir mis le doigt sur l'origine sans le savoir, sur l'origine de ton nom, dis donc. Mais dis donc, quelle intuition. Alors, oui. Émilie, dis-nous aujourd'hui, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous? Alors, moi, en fait, ce qui me tient à cœur de partager, c'est... comme on en avait parlé auparavant, moi, j'ai vécu pendant 12 ans les violences conjugales. Et donc, très souvent, quand moi, j'ai pu écouter les podcasts, on parle de comment ça vient, comment c'est mis en place, l'emprise, tout ce qui vient avec, les coups, la peur, etc. Mais on ne parle pas de quand on part justement de cette situation, c'est-à-dire l'après. L'après avec soi-même, surtout. L'après avec les enfants. L'après dans la vie quotidienne. Comment ça se met en place. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que, effectivement, sortir de cette emprise, c'est vraiment compliqué. Mais l'après, c'est musclé aussi. Donc en fait, l'emprise continue encore quelque part après. Ce n'est pas juste la présence physique de cette personne qui traduit l'emprise? Non, l'emprise, elle continue parce qu'en fait, il y a des schémas que tu mets en place, des schémas de défense que tu mets en place. Et en fait, dans la vie de tous les jours, tu continues. Alors, moi, ça n'a pas duré longtemps puisqu'on me l'a fait remarquer. Mais tu gardes en fait ça, tu vois, tu te protèges. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus agressive. Donc, je parle bien de mon cas à moi. Hein, oui, bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Et puis après, c'est surtout comment ça se matérialise, en fait. Quand j'ai décidé de me séparer, moi, j'avais acheté un appartement avec le père de mes enfants. Et en fait, cet appartement, bon, moi, je l'ai pas choisi. Enfin, vraiment, j'ai rien choisi dans tout ça, en fait. Mais j'ai choisi d'être avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais là, je subissais, parce que je pensais que c'était ça la vie. Je pensais que les coups, la violence, tout ça, finalement, ça faisait partie de la vie, en fait. Et donc, j'avais eu à plusieurs reprises envie de partir, mais j'étais incapable de le faire et je me demandais toujours pourquoi, en fait, pour quelle raison. Et quand je décide de partir... Ça fait combien de temps, Émilie, que tu es partie? Séparée de fête 2016 et séparée de corps 2017. Donc maintenant, ça va faire 6 ans. Ça fait 6 ans en mars. Okay. Et quand je décide, en fait, de partir... Donc moi, je suis quand même beaucoup dans l'action. Donc, je réfléchis vite. J'étais dans un travail, où j'étais chargée de projet, mais c'était pas une grande boîte. Et moi, je me dis, avec le salaire que j'ai, j'aurais pas un appartement à Paris, c'est sûr. Donc, je décide, vraiment, c'est-à-dire à l'issue, en fait, des derniers coups, en 2016, je postule, en fait, dans une grande banque. Et je me dis, ça va me permettre en fait de trouver un logement. Tu vois, vraiment le cheminement dans mon cerveau, c'était complètement fou parce que je me disais que en fait, je savais qu'à Paris, ce serait trop compliqué, que là où je voulais être, ce serait trop compliqué d'avoir un logement avec le salaire que j'avais, sans le père de mes enfants. Et donc je me dis, avec 1% patronal, si tu rentres dans une grande boîte, c'est sûr que tu vas pouvoir bénéficier en fait du parc de logement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, mais ce qui a été le plus compliqué, en fait, ça a été de vendre le logement.
Ça a été compliqué de le vendre parce qu'en fait, il m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, lui et sa famille d'ailleurs, où moi j'allais dans les agences immobilières très naïvement du quartier, alors que bon, le quartier connaissait la famille. Et donc, à chaque fois que je donnais un tarif, la mère du père de mes enfants, elle venait derrière, elle donnait un tarif un peu plus élevé. Donc, du coup, les agents immobiliers, en fait, ils savaient pas à qui se vouer, en fait. Une fois, effectivement, j'ai trouvé une agence qui était, somme toute, carrée, tu vois. Ça a été compliqué de faire signer le mandat au père de mes enfants parce que quand tu achètes à deux, ben, quand tu vends à deux. Donc, il faut qu'il y ait les deux signatures. Donc, Vous étiez j'ai mariée, fait preuve. Émilie? Non, on n'était pas mariés, on vivait en concubinage, mais on n'était pas mariés. D'accord. Ni Et paxé, donc, ni quoi que ce soit. ni rien, non, rien. Je voulais, waouh! Je pense que j'ai jamais voulu me marier avec lui, j'ai jamais voulu me paxer avec lui, même si lui, il en a fait la demande, mais moi, je trouvais que c'était comme si, en fait, tu vois, t'as beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais tu sais que ça va pas fonctionner, quoi. C'est pas bon, en fait. C'est pas ce que tu recherches, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'a sauvée dans cette histoire, c'est que j'avais un idéal. Et cet idéal, en fait, ne correspondait pas du tout à ce que je vivais, même si j'étais très amoureuse du père de mes enfants. Mais vraiment. Et donc, tu vois, c'était un peu, j'étais en train de me dire, ouais, mais comment je vais faire parce que c'est quelqu'un que que j'aimais vraiment, tu vois, j'avais dans la peau. Et en même temps, je me disais, mais attends, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on vit, tu vois, c'est pas, en fait, c'est à chaque fois qu'il met la clé dans la porte que je panique. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, il mettait la clé dans la porte, tu savais jamais à quelle sauce t'allais te faire manger. Donc, finalement, c'est ça que je te dis, quand il a fallu faire signer le mandat, c'était, j'ai menti, enfin, tu sais, des choses que tu fais pas, je lui ai menti, je l'ai manipulé, parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment, j'avais pas le choix, en fait. Sinon, je partais pas. Et je me disais, mais je vais mourir. Tu sais, tu te dis vraiment, tu sais, quand j'en parle, tu vois, j'ai encore des frissons parce que c'est vraiment la sensation. Je me disais, je vais mourir avec lui, mais c'est affreux. Mais c'est pas possible, je vais pas vivre comme ça. C'était pas mon idéal de vie. Rentrer chez toi et avoir quelqu'un, en fait, qui peut, tu vois, qui peut vriller, en fait, tu parles d'un sujet et la personne, elle peut partir en live, crier sur toi, t'insulter et puis même, tu vois, te taper. Donc, pour me sortir de ça, donc, bien évidemment, donc la fin justifie les moyens. Hein. Donc, il a signé le mandat et finalement, on a vendu en mars 2017. Donc, l'année 2016 a été vraiment une année compliquée. Mhm. Mais en même temps, j'ai rencontré des personnes formidables, notamment une femme qui avait vécu, somme toute, les mêmes situations que moi et qui m'a guidée par rapport à mes enfants. Parce que moi, je pars et en fait, je mets rien en place pour mes enfants, pas de suivi psychologique, pas de suivi psychologique pour moi. Enfin, Combien vraiment, d'enfants as-tu? j'en ai deux. De quel âge? Ils avaient quel âge à l'époque? Alors, on parle de ça il y a 6 ans, Mhm. donc 8 et 4. D'accord. Mon fils petit, ma fille qui rentre à l'école, tous les deux, enfin, tu vois, ils sont scolarisés. Mhm. Mais pour moi, en fait, voilà, c'était ces films que tu regardes et tout, de femmes qui partent et en fait derrière qui mettent rien en place parce que c'est comme ça qu'on nous vend la réalité. Les films, ce que les films retransmettent, c'est-à-dire que tu vois, malgré tout, tu t'accroches à ça. Tu te dis, bon allez, je m'en vais et puis ça va bien se passer et on va avoir ça va être une super vie, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Il faut que tu te refasses derrière et c'est ça qui est le plus compliqué. Moi, ça m'a pris du temps. Mais matériellement, en tout cas, tu as préparé ton départ déjà. Parce que J'ai la préparé mon logique que départ. tu as mise en place sur trouver un boulot qui te permette d'accéder à un logement, tout ça, c'est quand même une forme de préparation. Mais bien évidemment. Ah oui. Mais ça m'a pas empêché. En fait, quand j'ai vendu mon appartement, pendant 3 mois, j'ai vécu dans un 27 mètres carrés avec mes enfants. On était dans un studio. Alors, c'était mieux que le T4 qu'on avait, hein, parce qu'il y avait plus cette espèce de peur. Et encore même, parce que lui, il venait, il voulait voir. Tu sais, c'est toujours beaucoup de chantage affectif. Ouais, je veux voir les enfants. Comme il n'y a rien, il n'y avait pas eu de jugement, il n'y avait rien qui avait été mis en place, tu vois. Donc, en fait, il pouvait venir. Et puis moi, en fait, tu sais, j'avais toujours de l'amour pour lui. Franchement, hein, concrètement, tu vois. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu te dis, tu sais qu'il faut partir. Parce que c'est pas ton idéal. Tu vois comment ça fonctionne. Mais en même temps, tu as encore beaucoup d'amour pour lui, tu as encore beaucoup d'affection parce que tu sais que lui, il est en souffrance. C'est ça qui est compliqué, en fait. Et c'est ça qui va être très compliqué, moi, dans ma phase, pour pouvoir définitivement, en fait, couper avec lui. Tu comprends? Parce qu'en fait, tu as cette espèce de... Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme...
t'as l'impression que vous êtes deux personnes, quoi. Il y a une personne qui est totalement consciente de la situation. C'est-à-dire, je pense que ton cerveau est conscient de la situation, mais ton cœur te dit, waouh, mais tu vois, lui, tu l'aimes, quoi. Mais tu l'aimes pour des... Et c'est ce que je lui disais. En fait, je l'aimais pour 2 mois dans l'année. 2 mois dans l'année où, en fait, quand tu faisais le point sur les bons moments passés, c'était 2 mois sur 12 mois. Tu vois? C'était trop peu, en fait. Et moi, c'était 2 mois où, en fait, tu dis... Et tu t'accroches à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis restée 12 ans. Parce que je m'accrochais, en fait, à ces moments-là. Essayer de les démultiplier, essayer de trouver des solutions pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et en fait, à un moment donné, quand moi, je décide de partir, c'est parce que les derniers coups sont les enfants, en fait, qui les voient. Ils me voient à terre avec la main du père de mes enfants qui est en train de m'écraser le visage. Mon fils, il tombe en arrière. Ma fille, elle crie dans la maison. Enfin, c'était un truc... Et moi, je décide, en fait, d'appeler SOS Femmes Battues, parce que je voulais appeler la police. Et je lui dis, j'appelle la police. Et en fait, ma fille, elle vient dans mes bras. Elle me dit, maman, on n'appelle pas la police. Donc, tu vois, et là, tu te dis, peut-être que c'est trop fort. Et donc, je me dis, j'appelle SOS Femmes Battues. Et j'appelle. Et en fait, ce qui m'a fait partir, c'est quand elle m'a dit, mais madame, c'est pas de votre faute. Voilà. À partir de ce moment-là, je suis partie. C'était dans mon cerveau, je me disais, vraiment, je me suis dit, allez, je m'en vais. C'est parti. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai tout mis en place pour partir. Donc, je te parle de ça en 2016, donc quand j'ai décidé de partir. Et là, après, donc, quand on vend la maison en mars 2017, je me retrouve dans un studio pendant 3 mois avec mes enfants, jusqu'à ce que je trouve, en fait, mon logement à Montreuil, qui est toujours pas loin du père de mes enfants. Parce que pour moi, je me disais que c'était quand même si, en fait, on n'était plus ensemble, c'était quand même important. Mais en même temps, cette espèce de mon appartement, tu vois, le fait de me retrouver seule et de fermer la porte de chez moi et d'être chez moi, me fait comprendre que il faut arrêter d'avoir cette relation, tu vois, dans quelles pas très conditions saine il avec voyait lui. ses enfants? Et ben au début, en fait, c'était toujours, tu sais, il venait à la maison, il me disait ouais, je vais les prendre, mais en même temps, il fallait absolument que je sois là. Donc moi, à chaque fois que je voulais lui laisser les enfants, il me disait ouais, mais ce serait bien que tu viennes avec nous. Donc tu sais, le côté un peu culpabilisant. Et donc toi, tu te dis allez, j'y vais, tu vois. Au bout du compte, c'est ma pote en fait qui est avocate. Bon, elle elle m'a toujours dit, c'est pas quelqu'un de bien, hein, qui m'a dit il faut absolument que tu passes devant le juge, parce qu'en fait il va jamais rien respecter, il va toujours t'embêter, il faut que tu passes devant le juge. Donc en fait, je passe devant le juge en 2018, et ça a été vraiment très très dur. Ça a été très très dur parce qu'en fait devant le juge, quand on parle de violence, il nie. Et je me dis, mais c'était logique, il aurait jamais dit oui, c'est vrai, je lui tape dessus. Et en fait, je crois que ça m'a fait vraiment de la peine parce que je me suis dit, j'ai traversé tout ça, quoi, et je décide de partir et même, tu veux même pas, en fait, dire ce que tu as fait, quoi. Pour moi, et j'attendais, en fait, une démarche de sa part. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, quand tu décides de partir et que tu mets en place, en fait, une thérapie, tu comprends que, c'est le mot de la fin, tu vois, mais que t'as plus rien à attendre de lui. Ça sert à rien, en fait, d'attendre quelque chose. Mais au moment où, en fait, je passe devant le juge, j'attends quelque chose de lui. J'attends le fait de dire, oui, c'est vrai, j'ai fait. Tu vois, parce que quand tu vis ce genre de violence, à un moment donné, tu te demandes même si c'est vrai, tellement c'est humiliant, tellement c'est déstabilisant. Tu vois ou pas? Oui. Donc, en fait, le fait qu'il aurait pu dire devant une femme d'État, parce que c'était une juge, hein, les juges, c'était une femme, que oui, effectivement, ça s'est passé, c'est comme si, tu vois, j'aurais dû valider, mais même pas, parce que c'est quelque chose que tu vis, tu vois. Mais c'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire que quand tu vis ça, et que tu dois en parler, tu trouves que c'est complètement fou, et que le fait, en fait, qu'il puisse dire, oui, c'est vrai, ça permettait, en fait, de valider ce que moi, j'avais vécu. Ouais. Tu vois, parce que pour moi, c'était tellement pas possible, et que c'était tellement quelque chose que, finalement, à chaque fois que je vivais humiliation ou coup, je mettais dans mon cerveau, et je disais, non, mais en fait, sinon, tu peux pas vivre avec lui. Tu vois? Et donc là, au moment où on se retrouve devant le juge et qu'il ment, je me dis, franchement, c'est un insolent. Je le déteste, quoi. Je me dis, il est vraiment dégueulasse, quoi. C'est sans nom, quoi. Voilà. Et le passage devant le juge a posé justement les bases de votre relation. Exactement. Par rapport aux enfants. Exactement, c'est ce que je voulais, moi. C'est-à-dire que pour moi, c'était important, et c'était aussi par respect pour les enfants. Je voulais pas courir après une pension alimentaire.
Je voulais effectivement que les enfants, ils puissent faire plus tard, tu vois, mais qu'ils aient accès à leur père, parce que ça, c'est toujours aussi problématique. C'est-à-dire que toi, tu vis les violences, mais en fait, ces enfants derrière eux, au moment où je fais la démarche, hein, je me dis, il faut absolument que je leur laisse la possibilité d'avoir une autre vision du père. Tu vois, tellement toi, tu es dans une démarche de j'ai envie de partir, mais j'ai pas envie de lui faire du mal, que même ça, en fait, tu te dis, il faut quand même que je leur laisse la possibilité. Alors que non, en fait, c'est quelqu'un qui est violent, point. Et ça, c'est l'emprise, en fait. Hein. C'est l'emprise, concrètement. Hein. A-t-il respecté les décisions du juge? Oui, il a respecté les décisions du juge parce que, comme je t'avais précisé, moi, j'ai fait beaucoup les réunions, en fait, de femmes battues. Mmh. Ce qu'elle disait, et c'est aussi pour ça que j'étais devant le juge, c'est que, en règle générale, je te dis bien en règle générale, ce sont des personnes en fait qui dominent la femme qu'ils ont, mais qui ont peur en fait de l'État. Et donc quand il y a un jugement qui est mis en place, en tout cas le père de mes enfants l'a respecté. D'accord. Voilà. Donc lui, pension alimentaire, il avait un droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2. Et il avait les vacances. Ce qu'il n'a pas respecté et ce qui effectivement a été très compliqué, c'est quand moi j'ai décidé, donc moi je me suis fait suivre, donc j'ai commencé par une victimologue, et la victimologue est venue appuyer donc... Avant ou après le jugement? Avant, j'ai commencé en novembre 2016, je suis partie en 2017 et le jugement a lieu en février 2018. D'accord, donc bien avant. Okay. Bien avant. Et en fait, elle me disait, il faut absolument, donc elle aussi, que vos enfants soient suivis. Et donc, quand je décide de mettre ça en place, lui, en fait, il n'est pas d'accord. Bah, en fait, normal. Les enfants, ils vont parler. C'est logique. Mais sauf que moi, tu vois, moi, je suis dans une démarche de... Là, on fait plus les choses pour nous, on fait les choses pour les enfants. Et donc, quand, en fait, tu es au CMPP et que les enfants, ils parlent, en fait, c'est pour eux, en fait, c'est pour leur faire du bien. Et donc là, on lui donne des rendez-vous. Je crois que la pédopsychiatre a dû lui écrire au moins 10 fois par mail, par courrier. Et lui, en fait, il me dit juste, dis-lui que moi, j'ai pas envie que les enfants soient suivis. Dis-lui. Et un jour, en fait, je coupe court à la situation et je lui dis non. En fait, c'est toi, tu vas l'appeler. Tu appelles là et dis-lui parce que moi, je vais pas être ton intermédiaire. Assume, tu veux pas et explique pourquoi tu veux pas. Et donc là, on se prend la tête. Et en fait, on décide donc là de plus se parler. Et donc là, je te parle de ça, on est en novembre 2018. Et donc moi, je continue en fait ma thérapie. Donc il faut savoir aussi, qui est très important, et je me permets de revenir dessus parce que ça a été aussi très douloureux. Mon chemin en fait pour trouver un thérapeute qui effectivement est qualifié dans ce genre de choses. Et qui te corresponde. Parce que et qui me correspond. On oublie souvent, mais il faut que ça passe entre le thérapeute. Il faut que ça matche. Tu as raison. Ça m'a pris 1 an. Mais je t'explique pourquoi. Donc, j'en ai fait un premier. Et en fait, je suis allée, j'ai commencé à raconter. Et le gars, en fait, il m'a dit... donc, c'était la période où encore on vivait sous le même toit, mais qu'on décidait de vendre la maison. À la première séance, il m'a dit, madame, il faut partir. Il faut partir. Et donc, moi, je lui dis, mais monsieur, en fait, ça se passe pas comme ça. Je comprends ce que vous dites, mais moi, je peux pas partir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais où, le 115? Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Enfin, et puis, si je décide de partir de la maison, c'est abandon de famille. Enfin, lui, il me disait, franchement, il faut que je parte pour mes enfants, quoi. Donc, je lui explique, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé même que la discussion, elle était complètement folle, parce que je me dis, plutôt que de m'écouter, il est en train de me dire, madame, il faut. Alors, je comprends. Tu vois, mais je me dis, mais attends, c'est pas, moi, je viens pas pour ça, en fait. Je viens pour essayer de comprendre pour quelle raison je me suis mise dans cette situation. Et en fait, on fait 2 séances. Et au bout de la 3e séance, quand je rappelle pour prendre un rendez-vous, il me répond plus. Et dans cette période-là, tu vois, il m'a plus jamais répondu. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis dit, mais c'est pas possible. Attends, le thérapeute ne t'a pas répondu? Le thérapeute, dans le 19e, je me souviendrai toujours, il ne m'a plus jamais répondu. J'ai sonné, en fait, parce que je travaillais pas loin. Donc, en plus, moi, j'étais à vélo à l'époque. Je suis allée, j'ai sonné en bas. La secrétaire m'a dit, oui, il va vous rappeler. Il m'a plus jamais répondu. Voilà. Donc, tu imagines, hein, tu es dans une détresse de la maison, tu sais pas si tu vas la vendre. Tout le monde est en train de te dire, ouais, mais bon, le marché immobilier, gna, gna, gna.
En même temps, toi, tu veux partir, mais tu sens que le gars, il veut pas signer. Et en même temps, tu as besoin, en fait, d'avoir un espace sécurisé pour pouvoir parler, et le gars ne te répond plus. Donc après, je continue aussi à aller dans les réunions, justement, de femmes battues, parce Elles que t'ont aidé, moi, ça me ces permet... réunions? Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ça m'a aidé à comprendre le cheminement. Ça m'a aidé à comprendre pour quelles raisons, en fait, et pourquoi j'étais avec lui, tu vois. Ça m'a... Finalement, le process, en fait, de l'homme violent, il est toujours le même. C'est-à-dire que, tu sais, tu as la fameuse phase où, en fait, il te teste pour voir, effectivement, si tu vas accepter. Tu as la phase, je te fais ça grosso modo, hein, où, en fait, il te tape. Et puis, tu as la phase derrière qu'on appelle la phase lune de miel, où il revient en mode... écoute, je suis désolée, mais en même bébé, temps, très mais si tu ne culpabilisant, m'avais c'est pas ta faute. énervé, Voilà, c'est voilà. ta faute. Toi aussi, pourquoi tu décides de parler comme ça Et au fur et à mesure, l'isolement, tout ça, en fait, ça m'a aidé à comprendre. Parce que à un moment donné, quand tu vis ça, moi, j'ai beaucoup menti pendant cette période-là, pendant les 12 ans de ma vie. Où, en fait, les gens, ils comprenaient pas pourquoi j'étais une meuf, j'étais solaire. Et en fait, au fur et à mesure, je me recroquevillais sur moi-même. Je m'habillais plus. J'ai pris 30 kilos. J'étais toujours en noir. Il fallait que mes enfants soient bien, que lui soit bien, mais moi, j'existais plus. Tu perds de l'estime de toi-même. Au niveau du travail, j'avais plus d'ambition. Enfin, j'avais plus envie de rien, en fait. Mais plus envie, vraiment. J'étais là pour les autres et j'étais plus là pour moi. D'ailleurs, souvent, ils me demandaient qu'est-ce que tu veux et je savais même pas dire ce que je voulais. Quand as-tu trouvé le bon thérapeute? Une fois, j'ai emmené mon fils au CMPP, donc où j'habitais, et en fait, j'avais décidé de parler. C'est justement aussi parce que j'avais fait les réunions où en fait, il faut parler, quoi. On vous dit, il faut le dire, il faut en parler. Et donc, j'avais décidé de parler et j'ai dit, en fait, voilà, je cherche quelqu'un pour parler parce que, en fait, j'ai vécu les violences conjugales. Et que là, en fait, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Mais vraiment, en plus, moi, je suis un peu dans l'audace. Donc... Et là, en fait, au CMPP, la dame, elle me dit, attendez, je vais appeler le CMPP de telle ville, qui est pas très loin d'où j'habitais. Et en fait, il y a peut-être une victimologue qui va vous recevoir. Et donc, je commence, en fait, avec une victimologue. Donc, le process, en fait, c'est comme, en fait, tu es en thérapie, en fait, hein. Mais elle t'accompagne en fait par rapport à ta situation et elle t'aide en fait à te recentrer en fait, à reprendre en fait, à te rendre compte, on va dire, de la situation dans laquelle tu es et surtout à te rendre compte que tu es victime. Parce que moi en fait, même si on m'avait dit, donc c'est ce qui m'a aussi aidé à partir, que c'était pas de ma faute, mais je restais quand même la personne qui se séparait, qui coupait les enfants de leur père. On n'était plus un couple, on avait vendu l'espace familial. Et en fait, elle m'a aidé à me dire, bon, à un moment donné, Émilie, tu es victime. Tu n'es pas responsable. S'il n'y avait pas eu tout ça, on serait resté. Tu l'as vu pendant combien de temps? Je l'ai vu pendant 1 an. Et après, mais comme c'était dans le cadre en fait d'un CNPP, du coup, c'était pas régulier. C'est-à-dire que dans un mois, je pouvais la voir 3 fois. Et après, pendant 3 mois, je pouvais la voir 1 fois. Donc en fait, à un moment donné, les 2 dernières séances, je lui ai demandé la possibilité d'avoir, si elle connaissait quelqu'un justement, qui pouvait m'écouter. Et te recevoir régulièrement. Et me recevoir de manière régulière et surtout qui me répondrait pas, qui arrêterait pas de me répondre au bout de la 3e séance. Parce que c'était important. Et donc, elle me donne le numéro d'un thérapeute. Et en fait, j'y vais, mais je sais pas, c'est un homme. Et donc, je trouve que ce qu'il dit, c'est juste, mais j'arrive pas à l'entendre. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un homme. Je pense que c'est parce que c'est un homme. J'allais te poser la question justement de savoir, selon toi, ouais. Quand on est dans ce type de situation, je ne sais pas si le terme logique est le bon, mais est-ce qu'il est plus logique d'aller vers un thérapeute femme, parce qu'on a peut-être l'impression qu'elle va nous comprendre mieux qu'un homme, parce qu'elle est peut-être plus à même de comprendre la psychologie de la femme? Est-ce qu'on se sent plus à l'aise avec une thérapeute femme qu'avec un thérapeute homme? Moi, je pense que, de mon point de vue, avec une femme. Après, voilà, il faut que... Enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'à cette période-là,
quand il faut que je parle de ce que je traverse, de ce que j'ai vécu, de moi en tant que femme, lui, il est beaucoup dans... en fait, il est exactement comme le thérapeute qui ne m'avait pas répondu. Il est beaucoup dans... Il faut faire ça. En fait, il est beaucoup dans... en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est l'injonction. C'est-à-dire que... mais madame, il faut vous respecter. Vous pouvez pas agir comme ça. C'est pas possible. Et moi, en fait, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai pas besoin d'une réaction comme ça. À quel moment as-tu trouvé le bon thérapeute? J'ai trouvé le bon thérapeute, donc je fais 8 mois avec lui. Et en fait, j'ai... quand même, 8 mois. Parce que je me dis... en fait, je me convainc, tu vois. Je me dis, bon, la victimologue, elle... peut-être tu repartais un peu, excuse-moi, dans le même schéma quand même, hein? Exactement, ouais. Peut-être que c'est moi, peut-être que... Tu vois, et à un moment donné, justement, quand je fais donc ce travail avec lui, tu vois, lui, c'était vraiment sur l'estime de soi, sur ce que je voulais réellement. Mmh. Et en fait, plus je me dis, plus je fais le travail avec lui, plus je me dis, mais en fait, c'est pas avec lui que j'ai envie de parler. Et en même temps, donc j'habite 93, tu sais, genre proche Paris. Mmh. Et là, dans la ville où j'habite, il y a ce qu'on appelle la Maison des femmes. Donc la Maison des femmes reçoit des femmes qui ont vécu justement les violences, et elles ont en fait un psychologue qui est dédié. Et donc je fais des recherches et je me dis, c'est avec elle que j'ai envie de parler, parce que je me dis que elle va m'entendre et que elle va me comprendre. Et en fait, je me suis pas trompée. Elle s'appelle Docteur Cudelou. Et en fait, elle a été géniale. Alors, je dis pas que ce que j'ai eu avant, ça m'a pas aidée, hein. Mais elle a... elle te correspondait tout simplement, Émilie. Exactement. Tu vois, c'était très fluide. Et puis, elle avait cette expérience, en fait, d'avoir parlé à des femmes qui ont vécu ce genre de choses. Et donc, du coup, très à l'aise avec elle, la possibilité vraiment d'aller très loin, en fait, dans ma démarche. Et j'ai aimé parler avec elle. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Beaucoup aidée. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Combien de temps l'as-tu vue, cette thérapeute? Et la deuxième question, comment finalement as-tu géré les enfants? Cette thérapeute, je l'ai vue pendant 18 mois. Bon, après, il y a eu le Covid entre-temps. Et pour les enfants, le CMPP, donc comme je t'ai dit au début, c'est très compliqué parce que le père ne voulait pas. Bon, j'ai quand même réussi à faire suivre ma fille, l'aînée, parce que c'est elle qui avait vu le plus de choses, en fait. Et ça l'avait vraiment perturbée. Et puis même cette séparation où, en fait, moi, pendant des années, en fait, je cachais. Si je suis partie, c'est parce qu'elle a vu. Mais si elle n'avait pas vu, je pense que je serais restée. Parce que moi, je le cachais. Je faisais en sorte de ne pas pleurer devant elle. Je faisais en fait de ne pas faire de bruit. Enfin, tu vois, même quand il venait sur moi, il criait, etc. Tu vois, comment sont-ils aujourd'hui, les enfants? Eh ben, alors, j'ai mon fils, lui, écoute, ça va. Ma fille, c'est plus compliqué. Parce que elle est hypersensible. Elle a eu son premier suivi donc à l'âge de 9 ans, donc qui n'a pas donné grand-chose. En plus, il y avait cette espèce de conflit de loyauté. Après, quand moi j'ai voulu la faire suivre à nouveau, elle voulait plus, parce que justement, elle avait peur d'être contre son père, alors que pour moi, c'était... Mais bon, en même temps, je pouvais pas la forcer. Et puis, si tu veux, comment j'ai vu en fait cette hypersensibilité, c'est que au fur et à mesure, je voyais que, en plus de la crise d'adolescence, c'était vraiment compliqué pour elle, quoi. C'est-à-dire que, concrètement, quand les enfants revenaient de chez leur père, ils étaient toujours surexcités. C'est-à-dire c'est comme si moi, le vendredi soir, ils partaient, ils étaient bien, ça rigolait, on était bien. Je les déposais à l'école, du coup, et le père venait les chercher, mais le vendredi matin, ça se passait dans de bonnes conditions. Et quand ils revenaient, donc le père, il les avait jusqu'au lundi, donc il les déposait le mardi matin, donc moi, j'ai récupéré le mardi après-midi. Et j'avais 2 autres personnes. Et donc, au début, on m'a dit, oui, c'est parce qu'il y a un sas de décompression, c'est parce que chez vous, c'est pas les mêmes règles que chez leur père, chez vous, c'est un peu plus strict, etc. Enfin, on m'a donné beaucoup de... Et puis après, j'ai compris qu'en fait, chez son père, c'était compliqué aussi pour elle. Parce qu'en fait, comme c'était l'aînée, son père, en fait, il lui donnait une responsabilité qu'on donne pas à un enfant de 10 ans. Tu vois, genre, il lui racontait...
ce qui se passait, enfin, tu vois, quand on s'entendait pas, donc il la mettait dans des histoires. Donc du coup, elle rentrait à la maison, elle me disait, c'est vrai que papa, il a dit que, c'est vrai que tu as dit que, et c'est quelque chose aujourd'hui, tu vois, qu'elle dit, Ouais, mais moi, c'était j'ai pas pas eu une sain en enfance comme fait, tout parce le que ce monde. sont des C'était pas histoires ça. d'adultes qui n'avaient Exactement. absolument rien à faire dans la vie d'une enfant. Elle n'avait rien à faire dans ça, et surtout, par rapport à son frère, elle le dit, et elle me l'a dit là récemment, qu'elle n'a pas eu l'impression, en fait, d'avoir cette espèce d'insouciance. À partir de 9 ans, tout s'est arrêté pour elle. Parce que Mhm. justement, donc moi, en fait, en ayant mon suivi psychologique, j'ai très bien compris que quand elle venait à la maison pour me poser des questions, il fallait effectivement que je lui dise que c'était pas son problème, et donc je répondais à son père par mail. Mais j'ai compris aussi que pour elle, c'était quelque chose qui était très lourd. Et elle le vit là encore comme quelque chose tu vois, et par rapport à son frère, elle me dit, mais moi, en fait, j'aurais trop voulu avoir cette vie qu'à mon petit frère, parce que lui, il vit comme un enfant. Moi, j'ai pas eu l'impression de vivre comme un enfant. À partir de Donc quel ça, il faut moment gérer as-tu... ça. Ah oui, bien sûr. À partir de quel moment as-tu eu l'impression, Émilie, de t'être sortie de cette emprise et d'avoir repris le contrôle de ta vie? Il n'y a pas longtemps. J'ai déménagé en fait. Donc avant j'étais sur l'Île-de-France, maintenant je suis dans les Bouches-du-Rhône. Et en fait j'ai décidé de partir parce que justement on avait arrêté de se parler avec le père de mes enfants à partir de 2018 et pendant le Covid. Et tu sais quand tu fais ta thérapie, donc justement quand je suis accompagnée, je me dis ouais bon ça reste le père de mes enfants. Il faut effectivement qu'on puisse de mon point de vue à moi parce que aussi j'ai fait un travail tu vois. Mais naïvement je me dis bon faut qu'on puisse recommencer à se parler, tu vois. Pour moi, c'est important. Et en fait, je prends le téléphone et je l'appelle et je lui dis voilà, je voudrais te parler, etc. Donc il est très froid au début avec moi. On parle ensemble et il me dit oui, qu'il a beaucoup changé. Enfin, tu vois tous les trucs. Vraiment, c'est vraiment téléphoner, mais c'est tellement ça. Donc moi, je me dis, je vais jamais me remettre avec lui, tu vois. Mais je me dis, c'est quand même le père de mes enfants et il faut qu'on puisse bien s'entendre pour que les enfants puissent avancer. Surtout que quand ma fille, elle rentre, je vois qu'à chaque fois qu'elle rentre, elle est toujours très énervée, très surexcitée, toujours en colère. Et donc je me dis, peut-être qu'il y a un truc à faire, peut-être on peut essayer de gérer ça à deux, comme deux adultes, comme deux parents. Et puis en fait, je comprends que quand elle est là-bas, son père, il lui donne une tablette et puis il s'occupe pas d'elle. Donc elle passe sa vie sur les tablettes. Quand elle demande des choses pour elle, en fait, il discute pas avec elle, discute avec son fils, donc avec notre fils, mais il discute jamais avec notre fille. Et en fait, je le découvre comment? Parce que donc on décide de reprendre les sorties ensemble, tous les quatre, etc. Et en fait, quand ma fille elle parle, eh ben il l'écoute pas, ou alors il dit ouais tu racontes toujours la même chose. Donc il joue avec notre fils, mais il ne joue pas avec elle. Et elle est triste de ça. Donc en fait, quand elle arrive et que chez moi, en fait, il y a la possibilité de pouvoir s'exprimer, bam, je retrouve un enfant qui effectivement explose, quoi. Pour rien, pour des choses, range tes chaussettes. Ouais, j'en ai marre, pourquoi tu me demandes de ranger mes chaussettes? Waouh. Et toi, t'es là, tu dis, mais attends, je comprends pas. Et en fait, je décide de partir parce que il y a plusieurs épisodes violents avec ma fille, avec notre fille, qui font que moi, j'assiste à ça, où en fait, il pète des câbles sur elle. Et moi, je me dis, non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. On va pas vivre ça. Moi, je veux pas vivre ce genre de choses. Et puis surtout, il est très insultant vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les coups, mais il peut en fait venir chez moi, s'asseoir et dire oui, ta mère, qu'est-ce qu'il avait dit comme si en fait j'étais une traînée en fait, à l'aise devant notre enfant. Tu le laissais encore rentrer Que chez toi quand même, Émilie. oui, ouais, totalement. Mais parce qu'en fait, j'avais vraiment cette naïveté de me dire, Ah, non, mais c'est on vraiment va, de en la fait, naïveté. C'était vraiment ah cueillir ouais, les ouais, petits oiseaux dans les totalement, champs en fleurs. On va exactement, arriver à tout mettre en place pour que tout aille bien pour nos enfants. Mais l'amour que tu as pour tes ex- enfants, la façon de traduire ton amour pour tes enfants n'était pas du tout la même pour lui. alors, exactement. Et c'est là où en fait je me rends compte que même tu vois, c'est-à-dire que quand tu dis ça, à un moment donné, j'ai mes amies en ligne, elles me disent, mais en fait, il te manque de respect, quoi. Bon, concrètement, hein. Donc, tu vois, tu continues à le laisser justement rentrer chez toi et il te manque de respect. Et en fait, au bout de 2 mois, je décide, en fait, j'explique la situation à mon employeur et en fait, je me fais muter dans le sud. Voilà, on passe devant le juge et j'explique la situation. Donc, il me donne effectivement la possibilité de partir avec mes enfants.
parce que je me suis dit, non mais en fait, même moi, en fait, même dans mon suivi, finalement, il recommence à revenir à la maison. Et même s'il se passe rien sexuellement, tu vois, il n'y a plus de rapport, mais c'est comme si, en fait, on est un couple de parents, tu vois. Et donc, lui, en étant un couple de parents, il peut encore venir s'asseoir et me manquer de respect chez moi. Chez moi, que je paye, avec mon bail à mon nom, tout. Donc, non. Voilà. Et donc, je décide de partir. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis donc là, dans les Bouches-du-Rhône, que je mets les choses en place et que là, par contre, je décide d'être suivie par un homme. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir, en fait, ce rapport d'homme à femme. C'est-à-dire que nous, on n'est plus dans une démarche d'essayer de comprendre pour quelles raisons, etc. Là, on est dans une démarche où ma relation à l'homme. Qu'est-ce que ma relation avec l'homme? Et donc, j'ai besoin que ce soit un homme, en fait, qui me parle. Et depuis combien de temps tu es suivie par lui? On a commencé en fin 2021 et depuis là, je suis toujours suivie par lui. Et ça se passe bien? Et ça se passe super bien. Et d'ailleurs, j'ai une démarche qui est totalement différente. Lui, il m'entend, il me comprend, il n'y a pas d'injonction. Et je trouve que le travail que je fais avec lui, il est vraiment impactant. Vraiment. Et même dans ma façon d'agir et d'évoluer avec mes enfants, je suis complètement différente de ce que j'ai pu être auparavant, quoi. Alors, quitter l'environnement proche, physique, Oui. de ton agresseur a été la solution radicale, en Oui, fait? radicale, parce que en fait, justement, il pouvait venir et j'arrivais pas à dire non. Et d'ailleurs, je me disais, mais je comprends en fait qu'il y ait des femmes qui retournent. Parce que, tu vois, tu as toujours ce truc tu sens que la personne, elle est dans une faiblesse, pas dans une faiblesse, mais qu'elle est mal, en fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il continue à vouloir... Non, ça y est, il a coupé. En fait, c'est même lui qui a dit il veut plus jamais me parler parce que c'est comme si je lui ai pris ses enfants, c'est-à-dire qu'il s'est même pas rendu compte de la violence de ses propos et de la violence des relations violentes qu'il pouvait avoir, en fait. Même si elles étaient sans coup, mais les propos violents qu'il pouvait avoir, c'était... Émilie, qu'est-ce que tu aurais à dire à une femme qui, justement, s'en va, a le courage de s'en aller? Qu'est-ce que tu lui dirais de penser à mettre en place? La vie de chacune est différente. L'environnement de chacune est différent. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui réussit à partir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est vrai que lorsqu'il y a des enfants, ça complique les choses. Mais vraiment, et déjà, félicitations à elle si elle arrive à partir. Parce que je sais à quel point c'est difficile. Moi, j'ai voulu partir, je crois, au moins une dizaine de fois et jamais je suis arrivée au bout de la 15e fois, je crois, un truc comme ça. Et félicitations. Et surtout, en fait, un vrai suivi psychologique. Parce que ça, on l'oublie et se séparer complètement, quoi. C'est-à-dire que ne pas laisser, en fait, cette personne rentrer à nouveau dans sa vie parce que même si nous, on fait le travail sur nous, naïvement, on pense que la personne en face, elle peut avoir changé, mais les gens, en fait, ne changent que s'ils ont envie de changer. Voilà. Vraiment, moi, je pense, ce qui m'a aidée, c'est être suivie psychologiquement. Faire une thérapie, comprendre, en fait, l'origine, pourquoi, en fait, j'étais allée avec lui, qu'est-ce qui avait fait que je me maintenais, en fait, dans cette relation, ça aussi. L'estime de moi, à quel moment j'ai perdu l'estime de moi, tout ça, en fait. Il faut effectivement, pour moi, être suivie. Parce que c'est ce qui permet en fait de ne pas retourner et de ne pas reproduire le même schéma. Vraiment. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, Émilie? Ah, grave. Ouais, non, franchement, grave. Je retrouve le peps que j'avais de avant la relation. Je retrouve une vie somme toute agréable. Tu retrouves Émilie, quoi. Je me retrouve moi, je retrouve moi aussi en tant que maman et surtout je me retrouve en tant que femme, tu vois, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais un idéal de ce que je voulais devenir et là on l'atteint en fait. Au fur et à mesure, on pose des jalons et on l'atteint. Super. Voilà. Et avec les enfants, ils sont beaucoup plus posés maintenant, plus apaisés? Alors, pour mon fils, oui. Ma fille, elle est suivie là. Elle a trouvé sa thérapeute, donc ça y est, elle a accepté et surtout elle a fait la demande. Ah, super. C'est elle qui a fait la demande. Ouais. Elle me demande des comptes, donc des fois c'est difficile. Ça aussi c'est très difficile parce que pourquoi t'es allée avec lui, pourquoi ceci, pourquoi cela.
il faut effectivement avoir les bons mots, tu vois, et pouvoir parler de manière très calme à son enfant. Mais je trouve que le travail qu'elle fait est intéressant et surtout ça l'aide, quoi. Parce que on met des mots, en fait. On met des mots sur des mots. Oui, voilà. Absolument. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, si effectivement, quand vous partez, vous avez des enfants, il faut accepter qu'à un moment donné, ils puissent venir vous poser des questions qui font mal. Ils font très mal. Mais qui vont les aider, en fait. Et puis ne pas avoir honte de son parcours. Parce que moi, à un moment donné, j'avais honte. Le fait en 2021, quand je décide, en fait, de le laisser rentrer à nouveau dans ma vie en tant que père, et que quand je me souviens, en fait, au début, j'étais vraiment, mais genre, je me disais, non, mais n'importe quoi, et j'avais du mal à en parler. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est logique, c'est normal. La force que tu as eue, toi, c'est de partir, parce que tu aurais pu aussi retourner avec lui, comme font certaines personnes. Voilà. Toi, tu es parti, en fait. Absolument. Et oui. Alors, je retiens la nécessité de la thérapie. Oui. Je retiens la première étape que moi j'ai perçue. C'est justement se tourner vers SOS Femmes Battues et ces rencontres qui ont commencé à poser les jalons d'une thérapie et qui t'ont aidé. Je retiens cela et je retiens qu'il faut avoir envie de se retrouver, quoi. Et puis vraiment, il faut avoir envie de s'aimer, vraiment. C'est l'amour de soi qui fait qu'à un moment donné, quand aussi j'ai pris cette décision de partir, c'est parce que j'ai vu autour de moi des gens qui s'aimaient. C'est-à-dire que moi, le père de mes enfants me disait toujours « Non, mais c'est bon, tous les gens se battent, c'est parce que tu les vois pas. Il me faisait penser que, tu sais, genre, en fait, son situation, elle était normale. Oui, absolument. Et moi, je rentrais dans ça, tu vois, je me disais « Ouais, peut-être que c'est vrai. » Et en fait, au fur et à mesure, quand tu décides, quand tu décides de partir, dans ta tête, tu commences à te dire mais il faut partir, tu commences à reparler aux gens autour de toi. Et là, tu ouvres les yeux et tu constates qu'il y a des gens qui sont heureux et qui n'ont pas besoin de se taper dessus pour être heureux. Exactement, et qui parlent, font crier, et qui, en fait, dans les conflits, font un pas vers l'autre. C'est pas, en fait, quelque chose de complètement ou noir ou blanc. En fait, on peut effectivement s'aimer en faisant des concessions sans que l'autre soit frustré. Enfin, il y a des choses qui sont magnifiques. Et en fait, lui, il était dans sa démarche, il était en train de me dire non, mais en fait, pas du tout. Et puis les gens se retrouvent entre eux, on n'a pas besoin d'autres personnes. Enfin, tu vois, l'isolement, tout ça, quoi. Mais ce que je trouve magnifique, Émilie, c'est que ces 12 ans ne t'aient pas, malgré tout, fait occulter la beauté du mot amour et le fait que l'amour puisse exister. Ah oui, et ça, je trouve ça magnifique. Merci à ta thérapie, certainement, qui t'a ouvert les yeux. Tu peux. Mais c'est génial. Émilie, on pourrait parler des heures avec toi. N'est-ce pas? Oui, clairement. Mais en tout cas, je pense que ton témoignage va parler à beaucoup, va résonner dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de vies. Merci d'avoir parlé de ton combat après. C'était important, vraiment. Je te rejoins là-dessus et merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite plein de petits et de grands bonheurs à toi et à tes enfants. N'est-ce pas? Et beaucoup de fou rire et d'éclats de rire avec ta fille. Ah ouais, non, mais ça, justement, c'est là. Et c'est aussi pour ça que le fait d'avoir un espace sécurisé où elle peut parler, où elle peut s'exprimer, nous permet après, nous, d'avoir une relation qui est totale, qui est moins, en fait, tendue. Plus apaisée. Et je trouve que c'est plus apaisé. C'est pour ça que je te dis, la thérapie, c'est important parce que ça nous permet à nous, mères, en tout cas, et femmes, de pouvoir accepter, en fait, ce qui s'est passé de glauque dans notre vie. Parce que ça fait partie de la vie, quoi. Merci 1000 fois de m'avoir accordé ce temps, Émilie. Merci à toi, Hélène. Continue à sourire. Parce que je l'entends, ton sourire, c'est magnifique. Mais non, mais tu peux qu'elle entende. Je vais entendre mon rire, il n'y a pas de problème. Je te dis à bientôt, en tout cas. À bientôt, merci à toi. Merci à toi, Émilie. Bye bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez.
À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.